On va continuer avec la conférence suivante. On m'a dit que si on peut éliminer un peu le tremblement de l'image. L'image tremble un peu. Merci. On continue. Cette conférence, après le repas, parfois c'est un peu dur. Mais bon, j'espère que ça ira, ça sera sympa. Ça s'appelle à la Lune, à la 1, à la 2, à la 3, Apollo 11. Et je vous présente au pilote de l'Apollo 18, le colonel Neil Carlson. Houston, attention, vous m'entendez? Ici, Basse Boltania. La Gale est atterrie. C'est un petit pas pour un adhérent, mais un grand saut pour Huesca. Ouais. Ah, que la gravité c'est la terrestre. Ah, merci pour le détail. Bon, on est là ici, encore une fois, dans ce centre enthousiaste de la culture, le savoir et la science. L'exposé que je vais faire maintenant, c'est spécialement fait pour vous tous, pour vous toutes. Et, comme on vous a dit, à la Lune, à la 2, à la 3, Apollo 11, 50e anniversaire. Notre mission qui vient d'atterrir à la base Tranquillité à Boltagna. Les journées d'astronomie, un succès, double réunion. Les journées étoiles aux Pyrénées et les rencontres transfrontalières. Plusieurs organisateurs, patrocinateurs, collaborateurs. Et on va présenter la Lune 2, 3, Apollo 11, 50e anniversaire. Une vision personnelle, la mienne. Voilà, je suis responsable de tout ce qui sera bon ou mauvais, ici, surtout le mauvais. Quand j'étais enfant, je voulais être astronaute pour voyager sur la Lune. 50 ans plus tard, je l'ai fait. Voilà, vous voyez, tout ce qu'on va présenter, ce sont des faits réels, scientifiquement contrastés, même si c'est surprenant. Au magazine Time, en 1968, quand la course lunaire était dans sa pointe le plus important, la Lune, si loin, si près. C'est loin de la Terre à la Lune, il y a à peu près 400 000 km. 400 km, comme de Boltagna à Huesca à Madrid ou Boltagna à Nîmes. Ils sont très près. Mais c'est 400. Ah non, pardon, c'est pas 400 km, c'est 400 000 km de la Terre à la Lune. Mais de la Terre au plus loin qu'on est allé après ça, on a fait que 400 km. Aujourd'hui, on peut voyager les humains 400 km. Pour aller à la Lune, 400 000 km, un facteur de 1000. Mais il y a une centaine, quelques années, on a spéculé à propos de ça.
Ça veut dire on commençait à parler un peu de la science. Un précurseur, Jules Verne, avec son voyage lunaire. Un vaisseau spatial, un grand canyon géant de 100 mètres d'auteur, comme un fusée Saturne, lancé depuis la Floride, comme à l'Apollo. Et après lui, il y avait un précurseur. Voilà. Le vaisseau arrivait à la Lune, retournait sans poser, et le vaisseau a atterri dans ce cas dans l'océan Pacifique, et ça a été récupéré par un navire de l'armée américaine. Quelques années plus tard, de ces livres publiés, un génie russe, Tchalyskovsky, a mis les bases théoriques sur les voyages spatiaux, un précurseur. L'Union soviétique est arrivée en 1946, USSR. C'est un film de 1935, pendant l'époque soviétique, avant la guerre mondiale, pendant laquelle une mission soviétique est arrivée à la Lune. Voilà le vaisseau USSR R2, Klim-Bartsilor, mais ce n'est pas exactement le vaisseau qui part à la Lune, la 2, c'est la numéro 1, qui avait un nom très joli. Ça, il arrive à la Lune, il arrive à l'UNICE, et un astronaute soviétique mit le pied sur ces paysages années 30 et fait la conquête de la Lune. C'est un petit pas pour l'homme, mais un grand saut pour l'humanité. Radio-télévision soviétique, en direct, retransmission depuis la Lune. Où c'est atterri, c'est à l'UNICE, c'est au sud et l'est des monts Caucase, entre Aristillus, Autonicus et Archimedes, dans des latitudes très très nord, dans la fiction. Tout ça c'est de la fiction. Quelques années plus tard, 1950, un film américain, les industriels américains battent l'oncle Sam. L'initiative privée de Nord-Amérique commence à travailler avec des fusées. Ça, c'est un lancement réel d'un V2 capturé par les Américains. Et quelques années plus tard, les industriels américains ont construit un vaisseau spatial pour, contre toute la bureaucratie du Pentagone et de la Maison-Blanche, lance un vaisseau qui atteint la Lune. L'objectif Lune, Technicolor. Et quels télescopes ils sont amenés à la Lune. Très intéressant. Un vaisseau très similaire à un avion, un peu particulier. Et ils font l'alunissage dans des latitudes très nord. Et où est-ce qu'ils vont atterrir? Dans le cratère Harpalus, le 27 juin 1950. Au-dessus du golfe de l'Arc-en-Ciel. Voilà, ça c'est le cratère tel qu'on le voit d'ici. Donc les États-Unis contre l'Europe, ressemblance raisonnable, les vaisseaux des films américains et les vaisseaux de Tintin des professeurs Tornasol, qu'on a bien connus. Donc l'Europe attend la Lune aussi, les premiers Européens, mais dans les bandes dessinées. Voilà l'alunissage des vaisseaux de Tintin. Pour l'instant, on parlait toujours de ces énormes fusées qui arrivent
d'un seul coup. Dans cette page, j'ai trouvé qu'il étudiait comment, en fonction de l'ombre des bandes dessinées de Tintin, combien a duré le vaisseau lunaire. À peu près 16 jours. Ils sont atterris à côté des Cirque du Parc, le 3 juin 1960. Toutes ces dates sont un peu confuses parce qu'il y a des contradictions si on étudie la littérature, les bandes dessinées. Mais bon, voilà, sur cette image-là, il y a un dessin qui est dans le musée de l'air et de l'espace à Washington, et l'autre de 1968 d'un film qui est le film. Et voilà, c'est presque le premier photogramme du film 2001, l'Odyssée de l'espace. Il y a 3 minutes de silence et obscurité, et le premier photogramme, après 3 minutes et 15 secondes, c'est la Lune. La partie cachée de la Lune. Après, il y a beaucoup d'images de comment y arriver, des contradictions aussi, comment la Lune passe d'une phase croissance ou décroissant, la Terre similaire. Vous pouvez regarder le film, mais bon, il y a quelques erreurs assez importantes dans le film. Le film était très bon, mais ils sont atterris au cratère Clavius le 6 avril 2001. J'ai mis le 6 avril parce que le film a été fait, le premier passage a été le 6 avril. Ici, il y a eu un problème d'image. Là-bas, en bas, il devait y avoir une autre image. Ah bon. À l'image précédente, il manquait la 4. Voilà, on voit 4 exemples de la Lune. En 1795, dans ces dates-là, en 2019. Voyez comment les artistes à l'époque, avec des pinceaux, ils arrivaient à faire une représentation de la Lune très semblable à la réalité, à ce qu'on a fait quelques années plus tard. On revient au réel, au sérieux, et on voit que Werner von Braun, avec la V2, et Korolev, de vie parallèle, une V2 capturée avec laquelle ils ont développé des fusées russes. L'Odyssée de la Lune, un petit pas. Voilà. On va voir le vol de l'Apollo 11. 1958, la NASA est née. On a créé cette organisation civile et la NASA commence à étudier avec des avions fusées qui arrivent à une hauteur de 107 km d'auteur, ça c'est l'espace extérieur, vitesse 7000 et quelques kilomètres à l'heure. Ce sont des avions qui ont été pilotés par quelques astronautes comme Armstrong. À la une, les premiers pas, le programme Mercury. Les 7 du Mercury. Les zéros, les idoles nord-américaines du début des années 60. Les vaisseaux, Mercury, après, pour le Gemini. Voilà, ça c'est le vaisseau Mercury. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais en fait, il y avait 7 astronautes. Il y a un astronaute, Dick Slayton, qui, à cause d'une maladie cardiaque, n'a pas volé. Il a beaucoup plus tard, mais pas dans le programme Mercury. Il était très fâché, mais bon. Mais avant les astronautes, il y en avait autres qui montaient à l'espace. Les premiers astronautes nord-américains, ces garçons, le Ham, le 31 janvier 1961. Il est parti à l'espace avant que Alan Shepard. Et
en empêchant que les Russes étaient les premiers. Donc après, avec des fusées Reston et Atlas, les Mercury, les vaisseaux Mercury 2, 3, 4, 6, 7 et 8. À la droite, c'était déjà des vols orbitaux. Yuri Gagarin a fait déjà un vol orbital avant. Les Américains étaient vraiment très fâchés à cause de cette... Ici, on voit une capsule, un vaisseau Gemini au fond de l'océan. Parce que dans la deuxième mission, c'est tombé dans l'eau, la porte s'est ouverte, la capsule s'est inondée, Gus Grissom, il a sauté dans la mer avec les vêtements spatiaux et il a été très proche d'être nagé. Donc on était si loin, mais on était déjà plus près de la Lune. Donc on a déjà éliminé 100 km. La deuxième partie, le programme Gemini. Le programme Gemini, c'est presque le plus important pour le vol lunaire. C'est les 9 nouveaux astronautes. Il a un astérix parce qu'il est mort dans un accident avant de voler. Tout le reste étaient des astronautes des programmes Apollo, entre autres celui à gauche, les protagonistes. Et voilà les 10 missions Gemini, une grande source de recherche dans le vol spatial. Sans le programme Gemini, ça aurait été impossible d'arriver à la Lune. Et là, tous les astronautes ont fait tous leurs travaux. 12 faisceaux Titan Gemini, des missiles intercontinentaux. Il enlevait une pompe nucléaire à l'hydrogène et il mettait deux missiles là-bas. C'était remplacé. La façon de partir, mais pour l'atterrissage, on a imaginé une comète. Finalement, ce n'était pas adapté. On est arrivé au parachute. Et voilà. Les vaisseaux pour 2 personnes. Plus grande, plus d'espace. Et dans le Gemini, on a appris beaucoup de choses. On a fait des sorties extravéhiculaires. Les soviétiques le faisaient aussi. On a fait l'approchement de 2 vaisseaux différents. Il y a eu un accident très fort, proche de la mort, mais grâce à Armstrong, c'est pas passé. Et finalement, ils ont maîtrisé quoi faire de les sorties extravéhiculaires par Ed Aldrin. 3. Le programme Apollo. Voilà, 14 tiers de programme Apollo. Tous ont été pilotes de programme Apollo, sauf les 4 qui sont morts avant. Les vaisseaux Apollo, beaucoup plus grands. Voyez. Et oui, c'est vrai, la taille, c'est important. Je ne dis plus. Mercury, Gemini, Apollo. Donc les fusées Atlas, Titan et Saturne. Donc la taille. Les 13 Saturne 5. Les géants, très fiables. C'était un vaisseau merveilleux qui n'a jamais raté, qui n'a jamais eu un problème. Saturne 5, en attendant le lancement, quelle technologie énorme, géant. 111 mètres d'auteur en total, 3 faces et une quantité obscène de potence, voilà. Et les 3 faces principales construites par différentes entreprises tout au long des États-Unis. Première phase avec 6 moteurs en bas, la deuxième et la troisième avec un seul moteur petit. Voilà les énormes moteurs, des systèmes de contrôle
de fluides, de carburant, vraiment énorme. Bernard von Braun était là-bas, mais quelque chose d'incroyable. C'est le début des années 60. La technologie informatique de l'époque, tous les systèmes informatiques, les systèmes de guidage, système optique, voilà, quelque chose incroyable. Comment on l'a mené d'un côté à l'autre à l'américain. Un tracteur énorme qui était capable de transporter tout en complet jusqu'à son point de lancement. Et une fois installé dans son point, la plateforme 39A de Cap Canaveral, à l'époque Cap Kennedy, voilà le transport, l'installation et le décollage, lancement, en pleine puissance. Mais qu'est-ce qu'il y avait à la fin de ces fusées tellement énormes? Quelque chose de plus léger, les modules lunaires de commande et service. Ça veut dire là où les astronautes étaient et les modules de service où il y avait là toutes les machines, l'oxygène, le moteur, voilà. Et il y avait aussi la fusée le dernier recours, la fusée de secours. S'il y a quelque chose qui ne marchait pas bien, c'est fusée amener la capsule loin pour être sauvée. Jamais ça s'est utilisé. Sur ce chemin, on peut voir les 3 hommes et les modules de service en bas. La seule partie qui est de retour sur la Terre, c'est cette partie qui est très très chauffée avec les astronautes et les pierres, les cailloux qui sont récupérés. Voilà, mais ça c'est une partie, et pour aller à la Lune, il fallait d'autres choses. Avec cette araignée, les modules lunaires destinés à atterrir sur la Lune. Voilà la configuration des vols. L'araignée était bien prise par la capsule Apollo et pour passer les astronautes d'une partie à l'autre. Bon, il y avait une image similaire au module lunaire. Voilà les modules lunaires en configuration, une partie et la partie en bas, avec un moteur très très puissant qui permet d'atterrir dans la Lune. Il y a un autre moteur plus petit dans la deuxième phase qui permet de partir, monter pour retourner en terre, dans la Terre. Voilà, les vrais vaisseaux lunaires, c'est ça. C'est la seule chose qui était imaginée pour voler dans l'espace, dans le vide. C'est parti tellement moche. Ça ne pouvait pas voler dans l'atmosphère terrestre, bien sûr. Et ça, c'est un autre vaisseau, le rover lunaire, qu'on a amené un peu plus tard. Mais avant ça, il y avait un autre outil. Les mètres, c'est tout simplement un outil pour transporter des appareils, pour faciliter le travail des astronautes. Quelque chose qui n'a pas été très très particulier. Par contre, le rover lunaire, ça fonctionnait de façon très bien. Il y en a 3 dans la Lune qui sont garés là-bas. J'espère qu'ils ne sont pas en train de payer le stationnement. La combinaison lunaire, qui était indispensable pour pouvoir marcher sur la Lune. Voilà par l'extérieur à l'intérieur. Quelque chose de plus pratique, quelque chose, le système pour ramasser l'urine. Je ne vais pas le décrire, mais bon, peut-être un peu gênant. Mais c'est nécessaire, une véritable œuvre d'ingénierie. C'était fabriqué par une entreprise qui fabriquait, entre autres choses, de la lingerie. Un petit vaisseau spatial sur mesure. Tous les matériaux Apollo conçus et développés
pour être utilisé sur Terre. Donc là, on peut voir des matériaux différents. Il y avait 21 couches successives, de différentes évolutions de l'habillage lunaire. Et il y avait il y a quelques images qui ne fonctionnent pas bien. Différents modèles spatiaux de différentes missions Apollo. Finalement, on va sur la Lune. Lancement Apollo 16. Et voilà, 19 originaux, la troisième promotion, desquels tout le monde a volé dans l'espace, sauf celui-ci qui est mort avant. Mais pas tous en Apollo. Par exemple, quelques-uns après sont utilisés le shuttle, le transport de... Voilà, on va parler des voyages lunaires très clairement. L'Apollo 1, pourquoi on dit les premiers à tomber? Dans la diapo précédente, il y avait tous les astronautes. Et la porte, c'était encore une fois un problème. À l'Apollo 1, il y avait un incendie dans une atmosphère d'oxygène. Les 3 astronautes se sont brûlés parce que la porte, on ne pouvait pas l'ouvrir. Très compliqué à l'ouvrir. Et finalement, donc une porte qui s'est ouverte dans le Mercury, finalement, c'était la cause de la mort d'autres astronautes parce qu'elle ne s'est pas ouverte. Apollo 7, premier astronaute dans l'espace, avec ces 3 astronautes. En vol circumterrestre, ils ont testé des éléments, on voit que tout marchait très bien. Et voilà. Ils sont de retour sur Terre. Depuis l'orbite terrestre, ils sont partis à l'espace, mais tout simplement pour tester le vaisseau. Apollo 8, décembre 1968. Le premier à arriver à la Lune. Borman, Andes et Lowell part, après un changement de programme, en direction de la Lune. Ils arrivent à la Lune, font le tour et de retour à la Terre. Le premier vol habité de la fusée Saturne V, tout complet. Tout complet, c'était l'Apollo 8 pour envoyer les astronautes à la Lune. Et qu'est-ce qu'ils voient? Là, il devait être collé l'araignée. Ils sont les premiers à observer la Terre lointaine depuis l'espace. Ils sont les premiers à observer avec ses yeux la face cachée de la Lune. Et les premiers à observer aussi la Terre qui montait par l'horizon lunaire. Mais vous voyez, Jules Verne est arrivé à la Lune en 1868 et la capsule Apollo arrive à la Lune en 1968, décembre. Toujours Jules Verne n'était pas mal du tout. Apollo 9, le premier à voler sur la Lune. Il y a une araignée en train de voler sur la mer. Et dans la Lune, il n'y a pas de la mer. C'est ces 3 astronautes qui ont volé sur l'orbite terrestre et ils ont testé l'araignée. Ça veut dire le vaisseau qui devait s'appuyer sur la Lune. Ils sont partis à l'espace, ils arrivent, on met dans la capsule et finalement l'araignée est lancée dans l'océan et ils sont de retour. Après, on est déjà à l'Apollo 10, le premier à descendre sur la Lune. Notre vaisseau qui est en train de voler, mais sur la Lune déjà. Sir John Stafford, la vision qu'ils ont fait de la Lune, le secrétaire, est le premier survol lunaire à basse hauteur. Là, c'est l'araignée où sont la tripulation. Ils descendent, ils sont très proches de la surface de la Lune. Mais ils
ils se posent pas, ils sont de retour. Ils devaient pas se poser sur la Lune. Et voilà, on arrive déjà aux 6 vols d'atterrissage. Apollo 11, 12, 14, Apollo 15, 16 et 17. Il nous manque une, l'Apollo 13, bien évidemment. Vous savez pourquoi. Voilà, les différentes surfaces, régions d'atterrissage et les différentes missions et les coordonnées faites en 1987 et en 2019 les techniciens de l'association de Huesca. Apollo 11, le premier à atterrir. On continue Armstrong, Collins et Aldrin. Ce sont les premiers à y aller à la Lune, sur la Lune. Donc voilà l'endroit où ils sont atterris, le mer de la tranquillité. Le point exact de l'atterrissage. Avec un télescope très bon, lors d'une nuit incroyable, avec un angle idéal, on pourrait presque voir cette image. La mer de la tranquillité, ces cratères, et au milieu des 3 cratères sur la Lune de Armstrong, Collins et Aldrin. Ce sont 3 cratères et le vaisseau est atterri à ce point-là. Voilà, les premiers pas. Voilà. Et le portrait d'un peintre d'Armstrong et Aldrin. Quand vous regardez sur les magazines, dans la plupart de Apollo 11, c'est Aldrin. Apollo 12, les premières rencontres. On voit 2 choses différentes, au fond et ici. Conrad, Gordon et Bean, ils sont partis un jour au milieu d'un orage très très fort. Il a eu quelques soucis avec l'orage et ils se sont posés là-bas, très très proche de la Surveyor, qui c'était un vaisseau automatique lancé quelques années plus avant. Et l'autre, c'est une image impossible de 3 astronautes dans la Lune. Donc Alan Bean a fait un dessin avec les 3 astronautes. Ça a été pas possible, mais c'était joli. Apollo 13, les premiers naufragés, voilà. Lowell, Swigert, Hayes. Dans tous les restes des photos, ils sont en vêtements lunaires, mais ici, ils n'ont pas. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est Lowell, Mattingly et Hayes qui devaient y aller. Mattingly était malade, il n'a pas pu y aller. Et voilà, Houston, nous avons un problème. Voilà le problème. Comment construire un filtre à CO2 improvisé et ne pas mourir en essayant? Le vaisseau a explosé, ils ont perdu de l'oxygène, de l'énergie, ils ont dû se réfugier à l'araignée, faire un filtre lunaire, un filtre de CO2. Et ils sont arrivés à retourner sans plus de soucis. Apollo 14. Le premier avec la brouette. Voilà. Alan Shepard, Mitchell en rose. Ils sont atterris là où Apollo 13 devait le faire. Là, on les voit, la région d'atterrissage avec la brouette, ses expériences. Et il était en train de jouer au golf. C'est une image fictive, truquée. Mais voilà, Alan Shepard est amené en des outils pour faire du golf.
Mais c'est assez facile, c'est assez facile de se perdre sur la Lune. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait tous ces trajets. Ils devaient aller au cratère. Ils sont arrivés là-bas. J'étais presque à côté, mais ils ne l'ont pas trouvé. Et on lui a dit, retournez, retournez, parce que l'oxygène, vous allez le perdre. C'est très facile de se perdre parce que les références ne sont pas les mêmes que sur Terre. Bon, le premier automobiliste, là, c'était un diapo qui ne marchait pas bien non plus. Ah, voilà, oui. Voilà, c'est ça qu'on voulait voir. Voilà les 3 automobilistes sur la Lune. Et voilà le lieu d'atterrissage. Le rover à côté d'un cratère et un monsieur, le commandant Scott, avec un marteau de géologue et une plume de faucon. Ils l'ont lancé en même temps pour montrer que Galilée il avait raison. Soit un marteau qu'une plume de faucon. Ils ont laissé une plaque avec la liste des astronautes et cosmonautes morts et une figure de l'astronaute mort. En plein d'hommage. L'Apollo 16, le premier astronome. Le vaisseau, le rover lunaire et un télescope un peu bizarre, très doré. Voilà les astronautes, Mattingly, qui n'a pas pu voler tout à l'heure, John et Charles Duke. Voilà, dans la région d'atterrissage, John en faisant un saut. On le voit ça parce qu'il n'y a pas d'ombre, et ça c'est parce que, voilà, les négationnistes disent que l'ombre ne se voit pas, mais c'est qu'il est en train de sauter. Ah, une image du télescope. C'était un télescope UV. Et quelque chose de très connu de ces missions, ce sont les chutes de 2 astronautes sur la Lune. Pour eux, c'était marrant, mais les techniciens qui étaient sur Terre n'étaient pas du tout contents de voir comment ils jouaient à ça. Finalement, Apollo 17, les premiers dernières. La dernière mission qu'on a fait, pas que celle qui était programmée, mais c'était la dernière qui était faite, avec le rover, des rochers lunaires. Et voilà, c'était une mission de géologie, de cailloux. Evans, Serman et Harrison Smith. Les seuls scientifiques qui étaient envoyés sur la Lune. On savait que c'était la dernière mission. Donc la pression des scientifiques finalement a donné des fruits. Et on a pris des rochers. Smith en prenant des échantillons, la terre orange, le cratère, la terre au fond avec un caillou énorme en premier plan, et ils ont amené la plus grande quantité de rochers lunaires. Là, il y a un petit morceau de lune dans un musée à Cap Cañaveral. Et qu'on a vu quelques membres de l'association astronomique de Huesca. Finalement, adieu à la Lune. La retransmission du départ de la Lune. Mais bon, si 2 astronautes sont là et l'autre c'est en haut, qui était en train de filmer, c'était le rover lunaire qui avait une caméra et un technicien depuis la Terre qui tenait en compte les secondes de différence entre la Terre et la Lune, et il a montré ça. Voilà la Terre vue de l'Apollo 17. Voilà, le premier, Apollo 11. En mer de tranquillité, le dernier, Apollo 17. Dans le mont Taurus Litron. Voilà, si on voit de l'arrivée de l'Apollo 8 vers l'autre Apollo, c'est presque 4 années de voyage lunaire. C'est ça que l'humanité a fait sur la Lune, 4 années de vol lunaire.
Les soviétiques sont arrivés avec des vaisseaux automatiques le 9 août, mais ils n'ont pas mis les pieds. Et finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière la légende? Qu'est-ce que c'est l'envers, le revers? Un demi-siècle, mais il y a d'autres aspects. Voilà, en fonction de la couleur du cristal avec lequel on regarde, il y a des choses différentes. Pas tout, c'est bien joli. Les 7 premiers astronautes, des patriotes, un exemple à suivre pour la jeunesse américaine. Les femmes aussi, patriotes, les femmes, donc on peut savoir quelle est la femme de chacun. Donc les exemples à suivre, ce sont des photos pour le magazine Life. La vie et l'image de tous ces astronautes appartenaient au Life. Donc toutes les dames sûrement stressées. Sûrement très stressées parce qu'ils ne savaient pas si leur mari serait de retour ou pas. Voilà les 3 héros de l'Apollo 11, Armstrong, Collins, Aldrin. Et là toute la famille. Papa, maman et 3 enfants, papa, maman et 3 enfants, papa, maman et 2 enfants. Là, il manquait la 3e, une fille, Karen, la fille de Armstrong. Mais elle est morte très petite avec 2 ans. Et que ça a été très très dur, surtout pour Armstrong, que on pense qu'il n'a pas terminé de le voir. Ils étaient très amis, mais très amis inconnus. Ils avaient de bonnes relations, mais en réalité, sa vie privée était complètement différente. Ni le... Voilà. Buzz Aldrin et ni le commandant, les pilotes et commandants. Buzz aurait voulu être les premiers à mettre les pieds sur la Lune. Mais bon, il joue dans les jardins avec des verres, c'est toujours. Et elle, en jouant à cache-cache dans la cuisine, aussi avec des verres dans la main, mais je vois rien. Donc pour la NASA, pour le gouvernement, les femmes n'étaient que de belles abat-jours, que de belles pour garder les fleurs. Voilà les photos, la photo officielle, la dame d'Aldrin, la dame d'Armstrong, la dame de Collins. Sourire, très belle, et pas parler. Pendant ce temps-là, dans l'Union soviétique, il y avait des cosmonautes soviétiques qui se préparaient. Et une d'elles, Valentina Tereskova, et il a volé. Pas toutes, mais elle a volé. Et où étaient les astronautes américaines? Il y avait une, le 13 de Mercury, dans le magazine Look. Mais Betty pourrait piloter le Mercury 7. Au magazine Look, Betty était en première page, mais ils n'ont jamais eu la moindre opportunité. Les militaires, la NASA, la présidence de Johnson ne voulaient pas entendre parler des femmes. Là où il y avait des femmes vraiment incroyables, c'était dans des aspects techniques, comme Katherine Johnson pour calculer les orbites, ou Margaret Hamilton pour le système de pilotage, contrôle des ordinateurs de guidage. Mais de monter au vaisseau, rien du tout. Uchronie en 1969. Life. Armstrong touche la Lune. Et en 1969, Valentina Tereskova touche la Lune dans un vaisseau soviétique pour une seule personne.
il met son pied féminin sur la Lune. Ça, c'était peut-être l'idée, mais c'est comme ça que c'est passé. La réalité, c'était différent. La course de la Lune, voilà, des souvenirs du futur. Souvenirs, même quelques-unes sont restées sur le sol lunaire. Charles Duke, à l'Apollo 16, a laissé sur la surface de la Lune, avec sa famille. Les couleurs seront déjà désintégrées, mais ça c'est la seule partie que de la Terre retournée, avec la charge utile. Depuis la Lune, les vaisseaux Apollo, qui sont maintenant dans les musées. Une image virtuelle, bien sûr, de tous les astronautes lunaires sans casque, comme moi, sur la Lune, même ceux qui sont morts. Et tous les moonwalkers, tous les gens, les 12 astronautes qui ont mis leurs pieds sur la Lune. À la date d'aujourd'hui, il n'y a que 4 qui sont encore vivants. Harrison Smith, Charles Duke, Dave Scott et Buzz Aldrin. Probablement, Buzz Aldrin, pour l'instant, c'est lui en meilleure santé. Mais ce sont les seules 12 personnes qui ont mis leurs pieds sur la Lune. Il y a eu un total de 24 êtres humains qui se sont partis de la surface de la Terre plus de 400 km, d'ici à Madrid, d'ici à Nîmes, mais personne de plus depuis les Noël de 72 sont retournés. Si nous regardons en arrière, ça c'est les Bardenas en Navarre, on dirait que c'était un rêve. Donc votre narrateur qui a fait la photo de la Navarre pour la transformer dans la Lune. Et aujourd'hui, c'est le 50 anniversaire de la première mission Apollo 11 d'atterrissage lunaire. Et oh là là, c'est le 25 anniversaire de l'association astronomique de Huesca. Deux moments indispensables dans l'histoire de l'humanité. Voilà, le soleil et la lune. Merci de votre présence. On a mis cette image qui est réelle d'une photo prise le 16 mai 2010 avec Vénus, Jupiter et la Lune. Voilà, un sourire à votre honneur. And this is the end and Cognac. Armstrong vous dit depuis la Lune. Voilà. S'il y a des questions, en tenant compte que j'ai des clauses importantes de sécurité et silence avec le gouvernement CIA et la CIA. Donc je peux vous raconter des secrets, mais sans partir d'ici. J'ai deux questions. Qu'est-ce qu'il se passe avec l'araignée? Qu'est-ce qu'il faisait? L'araignée est restée à l'espace, tombée sur la Lune. Et la deuxième question, dans la Lune, il y a une différence de température entre le jour et la nuit très très fort. Les astronautes, ils étaient toujours de côté du Soleil. Quelle était la température? Les araignées, les modules d'exclusion lunaire, ces vaisseaux sont tombés contre la Lune, ils ont été lancés contre la Lune et les écrasés complètement. Générer un onde de pression pour que les sismographes lunaires pouvaient le capter. Sauf celle de Apollo 9, qui était dans l'orbite terrestre et qui est tombée sur l'océan Indien. L'Apollo 10, qui est toujours en orbite solaire, et celle d'Apollo 13, qui est retournée
avec les astronautes et qui est tombé sur l'océan terrestre. Tous les restes sont écrasés sur la surface de la Lune, contre la surface de la Lune. La température de la Lune, il n'y a pas d'atmosphère, donc les gradients de température entre l'ombre et la lumière sont très très forts. Mais cette stabilité spatiale avait tout un système de maintien de la vie avec de l'eau, réfrigérateur, pour tenir les astronautes suffisamment froids ou chauds et pouvoir retourner au vaisseau qui était aussi préparé pour supporter la température. Les vaisseaux spatials dans les trajets à la Lune tournaient en mode barbecue, tournaient sur elles-mêmes pour que le soleil, la température avait une répartition partout. Il y a une autre question? J'ai entendu que l'Apollo 12, sur sa deuxième étape, il est resté à faire des tours entre la Terre et le Soleil. À un moment donné, ça a été confondu avec un astéroïde proche. Quelques-uns comme moi, on l'a... Qu'est-ce qui s'est passé avec les restes? Bon, les restes de cette étape, je ne les connais pas. Celle-là de l'Apollo 12, c'est connu. Mais je ne suis capable de mettre les pieds sur des régolithes firmes. Mais probablement, il y a des étapes qui sont aussi en train de tourner. Apollo 12, c'est vrai qu'il est encore en train de tourner. Et ça serait intéressant de pouvoir les récupérer. Mais les coûts de le récupérer, c'est important, mais vraiment, historiquement, ça serait magnifique. Je ne sais pas si c'est celle-là que tu nous as dit, mais je ne peux pas l'assurer. On connaît bien les autres parce que c'est bien médiatique. Donc, les étapes intermédiaires, personne se rappelle de celle-là. Elles sont sacrifiées. Mais l'étape lunaire avait une dimension noble. Donc les vaisseaux retournaient sur Terre. Mais l'autre, c'était que des chevaux pour la charge. S'il n'y a plus de questions, merci. Voilà les météorites. Merci aussi de ne pas savoir poser la question si l'homme a vraiment arrivé à la Lune. Parce que les gens de ce